Moi, je vais vous donner une petite information concernant le microbiome. On avait parlé il y a 3 ans à peu près d'une étude qui allait démarrer en Irlande et qui allait porter sur l'intérêt que représente le microbiome dans les traitements antibiotiques lors d'exacerbations. Alors de quoi parle-t-on? Quand on parle du microbiome, c'est quoi exactement? Alors, le microbiome, c'est l'ensemble des microbiotes. Ça commence assez mal. Mais le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui comprend les bactéries, les champignons, les virus qui vivent dans un environnement spécifique, comme par exemple un organe. Et vous avez ici le nombre de cellules que contient un corps humain, à peu près 30 milliards, et vous avez un petit peu plus, 40 milliards de bactéries. Et vous avez encore plus de bactériophages qui sont les virus contre les bactéries. Et tout ça coexiste de façon plus ou moins harmonieuse. Alors, quand on parle de microbiome, ben voilà différents microbiotes. On ne va pas entrer dans les détails, mais c'est juste pour dire que une partie de notre organisme est exposée à l'air, ou la peau à l'air, à l'eau, donc on est exposé à des bactéries. Et on va trouver donc sur la peau un certain nombre de bactéries, mais dans des compartiments comme les poumons, mais aussi d'autres organes, le tube digestif, qui est en fait un environnement clos. On va trouver toute une série de bactéries, et vous avez ici représenté ces gâteaux avec différentes tranches qui représentent la proportion de différentes bactéries. Alors par exemple, dans le poumon, vous avez des bactéries, mais vous avez aussi des virus, et vous avez aussi des champignons. Et ça, c'est physiologique. Au départ, on pensait, il y a quelques années, que le poumon était stérile, et ce n'est pas le cas. Donc, tous les organes vont être, on va dire, exposés à des bactéries. Dans le cadre de la mucoviscidose, à la naissance ou très peu de temps après, le poumon va être confronté aux bactéries qui se trouvent dans le nez, dans la gorge. Ces bactéries vont migrer dans les poumons. Elles vont migrer à la faveur de petites aspirations ou d'écoulements de sécrétions. Le poumon, qui est peu altéré à ce moment-là, va éliminer la grande partie de ces germes, mais quand même, un certain nombre vont avoir tendance à se fixer, à s'isoler, à rester en place pour différentes raisons, et notamment parce que les bronchectasies favorisent la stagnation des sécrétions, mais aussi parce que certaines zones du poumon sont moins aérées et moins oxygénées que d'autres. Et avec le temps passant, ce qu'on va constater, c'est que la quantité de bactéries éliminées diminue, que la contamination par le nez et la gorge a tendance à diminuer, mais que les bactéries dans le poumon ont tendance en fait à rester sur place et à croître dans le poumon. Et ce qu'on voit aussi, et ça c'est un élément qui est très important et qu'on reconnaît maintenant de plus en plus, c'est que la diversité des bactéries ou des pathogènes dans le poumon change. Plus le poumon est sain, plus il y a une diversité importante de bactéries. Beaucoup de sortes de bactéries, des bactéries qu'on dit aérobiques, d'autres anaérobiques. Et avec le temps, cette diversité change. Et vous avez ici ce tout petit croissant rouge qui est faible et qui comprend les staphylocoques dorés, les pseudomonas, devient prédominant avec les années. Et vous avez donc cet appauvrissement du nombre de bactéries, enfin pas du nombre de bactéries, mais surtout de la diversité des bactéries. Et ça, c'est un problème majeur. Alors, cette étude irlandaise est partie d'un consortium de plusieurs centres de mucoviscidose en Europe. La tête est à Cork en Irlande. Plusieurs centres, malheureusement pas la Suisse, en font partie, avec un centre à l'Université de Washington à Seattle qui en fait également partie. Alors, quelle était la question initiale que s'était posée ce groupe? C'était de se dire, est-ce que traiter des patients en analysant le microbiome est plus intéressant, plus efficace que de traiter simplement sur le résultat d'une expectoration? Vous savez, l'expectoration nous donne en général 1, 2, voire 3 germes, mais pas beaucoup plus. Mais ça ne représente pas la diversité des bactéries. Donc, beaucoup de bactéries n'apparaissent pas sur une culture d'expectoration. Donc, l'expectoration est, je dirais, très limitée dans ce qu'elle nous rend comme résultat. Donc, l'idée était d'avoir une consultation de patients qui ont une mucoviscidose. On va
analyser l'expectoration pour le microbiome. Donc, c'est des techniques tout à fait différentes de celles d'une culture standard. Donc, c'est des analyses souvent de l'ADN bactérien, parce qu'on ne peut pas mettre en culture toutes les bactéries. Elles ont besoin parfois de milieux différents de culture. Donc, c'est une analyse plutôt génétique. Et puis, on va attendre que les patients aient besoin d'un traitement antibiotique. Et à ce moment-là, on va ou leur donner un traitement de base, on va y revenir dans un instant, ou alors un traitement de base plus un antibiotique qui est déterminé par l'analyse du microbiome. Alors, il y a une limitation à ça, c'est le temps qu'il faut pour avoir une analyse du microbiome. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est rapide, donc ça prend du temps, donc ça retarde un petit peu le début de la cure. Alors, dans cette étude, ils ont inclus 227 patients sur 9 sites, ce n'est pas tous les sites du consortium. Et ce qu'on appelle les endpoints, qu'est-ce qu'on a regardé comme mesure pour évaluer l'impact de cette approche thérapeutique, c'était l'amélioration de la fonction pulmonaire, le délai jusqu'à la prochaine exacerbation, l'amélioration de la qualité de vie et le nombre de jours d'antibiotiques intraveineux. Et le traitement empirique, c'était de la ceftazidime, du Fortam, que certains nombre d'entre vous connaissent, et la tobramycine, le tout donné intraveineux pendant 14 jours. Et le traitement basé sur le microbiome, c'était donc ce traitement empirique, plus un troisième antibiotique qui était choisi par au moins 3 experts en microbiologie, sur la base des 4 microbes les plus prédominants à l'analyse du microbiome. Parce qu'on peut avoir des centaines de microbes différents. Donc il a fallu décider d'une attitude. Il n'y a pas d'antécédent, c'est la première fois qu'on fait une étude de ce type, donc on ne peut pas se baser sur des résultats antérieurs. Donc ils ont choisi cette approche. Là, je vous montre juste un graphique parce que visuellement, c'est assez clair. Vous avez ici 28 jours de durée avec les 14 jours de traitement et puis 14 jours après le traitement. Et on voit en fait que en rouge les patients qui ont eu le traitement standard, en bleu les gens qui ont eu un traitement basé sur le microbiome. Et on voit que globalement, il y a quelques variations, mais il n'y a pas vraiment de changement notable entre les deux groupes. Et en fait, si on prend les endpoints les uns après les autres, dans cette étude, il n'y a pas eu d'amélioration de la fonction pulmonaire chez les gens dont le traitement était basé sur le microbiome. Il n'y a pas eu d'amélioration ou de prolongation de la durée entre 2 exacerbations, pas eu d'effet sur la qualité de vie et pas eu d'effet sur le nombre de jours d'antibiotiques. Alors, est-ce que ça veut dire que l'analyse du microbiome est inutile? Certainement pas, simplement qu'on n'a peut-être pas choisi la bonne façon de faire. Et c'est parfois comme ça quand on commence, il faut bien prendre les choses par un bout, et c'était manifestement pas le bon bout. Mais il faut savoir que dans cette étude, ils ont fait beaucoup d'analyses. Chez ces 227 patients, on a fait 274 000 analyses, donc il y a beaucoup de données qu'on va traiter pour voir si on peut orienter les choses différemment. Il y a eu 1680 questionnaires de qualité de vie, il y a eu plus de 1000 expectorations qui ont été analysées, et on a aussi analysé les selles et la salive. Les selles, comme vous savez, représentent un moyen facile d'avoir une idée du microbiote digestif. Donc on va voir est-ce qu'il y a une interaction entre le microbiote digestif et pulmonaire, et dans la salive aussi, il y a beaucoup de bactéries. Donc on va attendre les résultats de ces données pour voir si on pourrait orienter l'approche thérapeutique différemment. Et ils ont analysé plus de 1000 expectorations pour le microbiote. Donc il y a beaucoup de données, et on espère qu'à partir de ces données, on va pouvoir peut-être choisir une autre approche. Et parce que conceptuellement, l'analyse du microbiote est très intéressante puisqu'elle nous dit un petit peu les rapports entre les différentes bactéries. Maintenant, je vais parler d'une deuxième chose qui est comment prédire la réponse aux nouveaux médicaments modulateurs du CFTR. Le Dr Plojou vous a montré un petit peu où on en était actuellement avec ces médicaments. Il y a ceux qu'on connaît, qui sont déjà sur le marché. Il y a ceux qui sont en phase 3. Aujourd'hui, commençaient en Suisse les premiers cas traités avec la trithérapie. Et donc, on devrait avoir les résultats en fin d'année parce que c'est une étude de 6 mois. Les premiers résultats sont très encourageants, donc on espère que ça va se confirmer. Mais ce qu'on sait,
c'est que tous les patients ne répondent pas de la même façon à ces traitements. Par exemple, il y a des patients qui n'ont pas d'effet bénéfique du tout, ou bien il y a des patients qui ont des effets secondaires intolérables et qui nécessitent qu'on arrête le traitement. Donc ça veut dire que même avec des mutations similaires, on n'a pas forcément la même réponse. Donc on a besoin de trouver un ou des tests qui prédisent la réponse à ces traitements, notamment parce que c'est des traitements qui sont très chers. Donc faire un traitement de 3 ou 6 mois à 20 000 ou 25 000 francs le mois, c'est pas rien. Disons, si au bout du compte, on se rend compte que le traitement est mal toléré. Et puis, il faut aussi faire des tests individualisés parce que tout le monde n'a pas les mêmes mutations, il y a beaucoup de combinaisons possibles. Et même si on est dans la même famille, il y a à peu près 2000 mutations, elles ne sont pas toutes d'une grande importance, mais quand même un certain nombre. Donc, il faudrait qu'on puisse tester les mutations de la personne concernée. Alors pour ça, on a besoin de matériel biologique du patient. Et il faut que ce soit du matériel qui contienne du CFTR. Tous les organes n'ont pas du CFTR, ou en tout cas du CFTR en grande quantité. Alors, les bronches sont évidemment un site d'intérêt, la sphère ORL aussi, parce que c'est évidemment là que se manifeste le plus la maladie. Malheureusement, c'est pas impossible de le faire, vous allez le voir, mais les régions respiratoires ne contiennent pas beaucoup de CFTR et contiennent d'autres canaux au chlore qui interfèrent un peu avec la lecture. Et puis le tube digestif, alors dans le tube digestif, il y a plus de CFTR, mais c'est un organe qui n'est pas le poumon. Alors est-ce qu'on peut dire que ce qu'on mesure dans le poumon représente ce qu'on mesure dans le tube digestif et ce qu'on mesure dans le poumon? Alors ça, ce n'est pas tout à fait clair. Au départ, quand on a développé ces premiers médicaments, on a utilisé des cultures de cellules bronchiques. Donc on a pris, en général, c'est des poumons qu'on dit explantés, donc des poumons qu'on a enlevés à l'occasion d'une transplantation, dont on a isolé des cellules bronchiques, on les a mis en culture, on a attendu un certain nombre de jours ou de semaines pour ensuite les mettre dans des espèces de petites chambres où on les a laissées encore 2 à 3 semaines pour qu'elles prennent en fait le même aspect que des cellules dans le poumon, dans les bronches. Mais c'est un long processus qui est compliqué, qui est cher, qui n'est pas très pratique, mais qui est celui qu'on avait à disposition. Alors, on a passé à un autre système qui est les organoïdes intestinaux. Je vous en ai déjà parlé une fois, je vais juste vous en redire un mot. Donc, le tube digestif est assez long et assez grand et il n'est pas accessible facilement partout. Donc on va surtout faire des prélèvements dans la fin du côlon et la région rectale de façon prédominante. On va prélever des biopsies, c'est quelque chose qui n'est pas douloureux, qui est facile à faire. On va isoler des cellules, alors il y a différentes façons de le faire, mais les cellules d'intérêt vont être mises en culture et si possible une par ce qu'on appelle des puits, qui sont des petits récipients pour que ces cellules puissent ensuite s'expandre. Et en fait, on voit que petit à petit, ces cellules vont grossir et puis elles vont proliférer, puis elles vont former des espèces de sphères avec ici des espèces de cryptes comme celles qu'on trouve dans le tube digestif et qui sont le site de la présence de CFTR. Alors vous avez ici un dessin et puis la réalité, donc c'est un petit peu difforme, ce n'est pas aussi joli que la réalité. Mais je vous montre ici une situation normale avec des organoïdes. Donc il faut imaginer que c'est des espèces de sphères, un peu de formes différentes, mais enfin c'est cet aspect-là. Si vous avez ici des organoïdes qu'on a colorés pour pouvoir les voir facilement, si on leur met un agent qui va activer le CFTR, eh bien, elles vont accumuler du chlore et de l'eau, puis elles vont gonfler. Donc vous avez ici un schéma, et je vais vous montrer 3 photos à des temps différents, et on voit qu'elles s'expandent. Et là, c'est une situation normale. Si on est dans une situation delta F508, comme il n'y a pas de CFTR fonctionnel, ou très peu, eh bien, si on met l'agent pour activer le CFTR, on voit qu'il ne se passe rien. Donc ça a l'air d'être un système intéressant pour essayer d'évaluer la réponse du CFTR. Alors vous avez un schéma où, par exemple, on est dans une situation d'un patient chez qui on a
fabriquer une de ces organoïdes digestives. Si on met aucun médicament qui peut activer le CFTR et qu'on met la substance qui l'active, eh bien, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de CFTR, même si on met l'activateur, il n'y a rien qui se passe. Si cette personne ne répond pas au médicament, eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que le CFTR n'est pas activé ou pas présent en quantité suffisante, l'activateur ne peut rien faire puisqu'il n'y a pas de CFTR. A l'inverse, si on est chez un patient qui est répondeur, vous avez la situation contrôle, donc sans drogue. Mais par contre, ici, s'il répond au médicament, eh bien, quand on met l'activateur du CFTR, l'organoïde va gonfler. Donc ça, c'est une façon élégante de dire on va pouvoir tester des médicaments. Et là, vous avez un exemple où on a ici le degré de gonflement de ces organoïdes, et puis ici, 2 médicaments qu'on a pris isolément ou ensemble. Et vous avez ici des individus avec 6 personnes qui sont delta F508 homozygotes et puis d'autres qui ont d'autres mutations. Et vous voyez que si on regarde le gonflement de l'organoïde, ces patients-là ne répondent pas vraiment. Avec le deuxième médicament non plus, mais si on les combine, on voit qu'il y a une réponse qui est importante. Mais ils ne répondent pas tous. Vous voyez qu'il y en a un qui est pourtant delta F508 homozygote et qui répond tout à fait différemment des autres. Et puis, vous avez un deuxième schéma ici identique, avec 2 médicaments qui sont des médicaments de Vertex qui sont disponibles, et on voit qu'en les combinant, on a une réponse. Donc, on a l'impression que ce test pourrait être un test intéressant pour évaluer si les patients sont des répondeurs ou pas. Alors, ce qui est avantageux avec ce système, c'est que ce n'est pas très compliqué à fabriquer, enfin, en tout cas pour ceux qui savent le faire. On peut le garder, on peut le congeler, et puis on peut le réutiliser. Donc c'est quelque chose, donc l'idée serait d'avoir une banque, en fait, si vous voulez, de ces organoïdes et de les garder dans le temps. On a une collaboration qui est en train de se faire avec une équipe de l'EPFL qui est ici tout au fond de la salle, justement pour développer une technologie, enfin la technologie est développée, mais pour s'assurer qu'elle fonctionne bien chez les patients qui ont la mucoviscidose, où on utilisera des biopsies rectales, et le système qui est développé permet une quantification du gonflement qui est beaucoup plus précise que celle qui est actuellement disponible. Donc il est possible que l'un ou l'autre d'entre vous soit une fois sollicité. Et on verra. Alors, c'est un mauvais diapositive, mais je l'ai photographié pendant le congrès parce qu'il n'est pas encore publié. Mais c'était pour vous montrer quel était l'intérêt clinique, parce que là, je vous ai montré quelque chose de in vitro, mais est-ce que ça veut dire quelque chose, en fait, dans la réalité? Et là, vous avez un certain nombre de sujets qui ont des mutations différentes et qui ont été traités avec différents médicaments. Vous avez ici l'amélioration de la fonction pulmonaire et ici le gonflement des organoïdes. Et vous voyez que plus les patients répondent en termes de fonction pulmonaire, et plus les organoïdes gonflent. Donc il y a une bonne corrélation entre les deux. Donc a priori, en tout cas pour un certain nombre de personnes et un certain nombre de médicaments, ce type de test pourrait être utile. Alors il y a quand même des gens qui se sont penchés sur les organoïdes du nez, ce qu'on appelle les nasosphéroïdes. Alors c'est possible de le faire en faisant un petit frottis de nez, donc c'est moins invasif qu'une rectoscopie, c'est sûr. Là, c'est pour vous montrer que les scientifiques sont aussi des artistes, donc on peut faire des jolies choses. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est que ici vous avez des nasosphéroïdes de tailles différentes, de formes différentes. Et puis là, simplement, on a testé dans ces nasosphéroïdes s'ils étaient justes, s'ils étaient bien du nez, si c'était bien des cellules qui proviennent de la muqueuse. Enfin, c'est ce qu'on appelle une caractérisation de ces cellules. Alors, il y a une différence assez manifeste entre les organoïdes digestifs, dont je vous ai dit qu'ils gonflaient, et les nasosphéroïdes. Parce que les nasosphéroïdes, ils ont les petits cils respiratoires à l'extérieur. Donc, ils sont inversés en quelque sorte. Ça veut dire que quand on active le CFTR de ces nasosphéroïdes, en fait, le chlore va sortir et l'eau aussi. Donc, ils vont se rétracter. Ils vont faire l'inverse. Bon, ça, une fois qu'on le sait, ce n'est pas un problème. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, je pense que ça va être en parallèle au développement des nouveaux médicaments. C'est qu'on va avoir besoin de les tester
Parce que là, on a 3 médicaments, mais comme le docteur Plojou vous l'a dit, il va y en avoir un certain nombre qui vont arriver sur le marché, un certain nombre qui vont marcher pour les mêmes mutations. Donc ce qu'il faudrait, c'est que pour un patient donné, on puisse dire, OK, ben on va tester les 10 sur le marché, quel est le meilleur? Et on gagne du temps et de l'argent. Et peut-être qu'on limite aussi les effets secondaires. Puis là, je voulais donner 3 petites infos rapides. Une sur la satisfaction du bilan annuel. Alors, on ne dispose pas du moyen sophistiqué du docteur Plojou pour savoir ce que vous en pensez. Mais je vais juste vous dire, c'était une étude anglaise, où les parents ont été sollicités pour juger comment se déroulait le bilan annuel. Vous savez tous ou presque ce que c'est qu'un bilan annuel. Donc, alors après, le bilan lui-même peut différer ou être différent d'un centre à l'autre, mais globalement, on fait un test sanguin, on fait une radiographie du thorax, un ultrason du foie, en tout cas à partir de 5 ans, on fait un test d'effort à partir de 5 ans. Ça, c'est dans ce centre anglais. Peut-être que suivant où vos enfants sont pris en charge, c'est peut-être pas le cas. Enfin, c'est ce qui se fait dans ce centre-là. On fait 5 jours de CGMS. Le CGMS, c'est un test où on monitore le sucre en continu. Ce qui est recommandé actuellement, c'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie provoquée. Donc, c'est prendre du sucre, faire un test avant et 2 heures après, ce qui n'est pas très agréable, mais enfin qui est quand même très utile. Et puis là, c'est un test où on va mettre un petit capteur qui va mesurer le sucre en continu pendant 5 jours, et ce qui nous donne une meilleure idée des variations du taux de sucre dans la journée. Et puis ils font une densitométrie osseuse à partir de 10 ans, c'est donc pour chercher l'ostéoporose. Et puis ce qu'ils font dans ce centre, c'est qu'ils réalisent les examens le jour même de la discussion, donc ils font ça avant, puis ensuite ils voient les patients avec les résultats. Mais tous les résultats ne sont pas disponibles. Certains, comme une densitométrie, doivent être encore analysés par le radiologue, etc. Et puis 70 parents ont répondu, je crois, sur 110 à ce questionnaire. Alors comment est-ce qu'ils jugent le processus? Alors 90% sont satisfaits du processus, mais ils trouvent que c'est parfois un peu long. Il y a 50% des parents qui ont compris le résultat de la densitométrie. Ça veut dire que ou bien on leur a mal expliqué, ou bien ils n'ont pas compris, je ne sais pas, parce que ça ne s'est pas dit. 50% aimeraient avoir des tests et une discussion sur 2 jours séparés. Certains patients sont assez critiques sur la question des réponses reçues. Ils trouvent que les réponses ne sont pas claires, ou bien qu'elles sont un peu déviées en corner. C'est d'actualité. Et puis, parfois, ils ne reçoivent pas les résultats des examens qui ont été faits, parce qu'en fait, le résultat est arrivé après la discussion. Et vous? Alors là, je ne peux pas faire un questionnaire anonyme, donc je ne peux pas vous demander ce que vous pensez des bilans annuels, mais je pense que ce serait bien que vous en discutiez si vous n'êtes pas content, s'il y a quelque chose qui ne convient pas, de manière à ce que le centre qui vous prend en charge ou qui prend en charge vos enfants puisse peut-être s'améliorer. C'est toujours utile d'avoir un retour et on ne l'a pas forcément. Un deuxième petit point, on avait démarré à la demande en fait, de la mère d'une patiente, une consultation annuelle par le pharmacien de l'hôpital de Morges, à l'époque où on avait l'hôpital de Morges. Et en fait, on s'était rendu compte que c'était très utile, parce que les patients peuvent poser leurs questions, on peut discuter des interactions médicamenteuses, des effets secondaires. Parfois, il y a une différence entre ce qu'on pense que les patients prennent et ce qu'ils prennent vraiment. Donc, on avait trouvé ça c'était assez utile. On avait fait d'ailleurs un poster à la Société européenne aussi. Puis là, on voit qu'il y a quelques métastases et on est très content puisque ce centre adulte de Nouvelle-Zélande a aussi mis sur pied depuis 2017 une consultation annuelle avec le pharmacien de l'hôpital. Et ils ont eu à peu près les mêmes résultats que nous, c'est-à-dire qu'il y a des différences, des discordances entre les listes qui sont remises aux patients et ce qu'ils prennent vraiment. Et les patients ont pu poser des questions justement sur toutes sortes d'effets secondaires et d'interactions. Donc, j'encourage mes collègues à essayer de développer ce type d'interaction dans la mesure où c'est possible s'il y a un pharmacien de l'hôpital qui est intéressé à le faire. C'est plus facile de le faire en milieu hospitalier que dans une officine, parce que souvent le pharmacien de l'officine n'a pas forcément le temps, et puis il n'a pas toujours la connaissance nécessaire pour ce genre
renseignements. Et puis je vais finir par dire un mot sur l'Orkambi et les fonctions cognitives. Le Dr Plojou vous a parlé des bénéfices qu'on avait de l'Orkambi, qui sont peut-être modestes, mais enfin pas nuls. Et puis il y a aussi des bénéfices qu'on a pu observer, mais qui ne sont pas dans les grandes études sur le diabète, sur l'insuffisance pancréatique exocrine. Et en fait, il y a un effet de l'Orkambi sur les fonctions cognitives. Pourquoi en fait on s'est intéressé aux fonctions cognitives? D'abord, qu'est-ce que c'est que les fonctions cognitives? Eh bien, c'est la capacité de notre cerveau à communiquer, à percevoir l'environnement, à se concentrer, d'accumuler des connaissances, et donc toute une série de fonctions cérébrales. Et le CFTR est présent dans le cerveau. Et on ne sait pas exactement à quoi il sert. Il n'est pas présent partout, il est présent dans certaines zones. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais pu dire que les patients qui avaient la mucoviscidose avaient un comportement particulier qui était lié à la mucoviscidose. Il y a aussi beaucoup de CFTR dans le rein. On n'a jamais pu montrer que le rein était un organe particulièrement affecté. Donc, on ne sait pas si ça joue un rôle important ou pas. Mais ils y sont intéressés. Et en fait, ils ont pris, c'est une petite étude préliminaire, ils ont pris 18 patients adultes qui étaient bien sûr delta F508 homozygotes, c'est la condition pour avoir l'Orkambi, et qui avaient un VEMS de moins de 40%, donc qui avaient une atteinte pulmonaire quand même relativement sévère. Et ils ont fait différents tests pour déterminer les fonctions cognitives avant et 12 mois après l'introduction de l'Orkambi. Ils ont utilisé différents tests, un test qui est un test de Montréal, le MoCA, un test des tracés, un test qui s'appelle le Hochstate. Je vous montre juste le test, le MoCA. Donc il y a différents items. Il y a un test spatial en fait. Il faut dessiner un cube. Il y a dénomination d'animaux. Il y a des tests de mémoire, d'attention, de langage. Enfin, il y a différents tests mais qui sont relativement vite faits, en une quinzaine de minutes, 15-20 minutes. Il y a un autre test qui est le test des tracés, qui est divisé en A et B. Le A, c'est il faut relier les chiffres dans l'ordre le plus rapidement possible. Donc on chronomètre le temps qu'il faut pour relier ces différents chiffres. Puis il y a la partie B, un peu plus difficile, parce qu'il y a des lettres et des chiffres. Donc il faut relier le 1, le A, le 2, le B, le 3, le C, etc. Et à nouveau, on compte combien de temps il faut pour réaliser le test. Et puis le dernier test, je n'ai pas pu vous le montrer parce que c'est un test en ligne, mais qui teste aussi différentes fonctions. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une amélioration significative des fonctions cognitives sur 2 des 3 tests, et que c'était peut-être un indice que le CFTR, dans certaines conditions, peut affecter les fonctions cognitives. Alors, ça reste très vague. C'est un test sur 18 personnes, mais ça peut être intéressant d'en savoir un peu plus. Alors, je vais en rester là. Je vous remercie.